À Marrakech, il y a un palais dont le nom seul fait rêver, El Badi, l'incomparable. Aujourd'hui, ce ne sont que des ruines majestueuses, mais il faut s'imaginer ce que c'était. Car derrière ces murs se cache une histoire fascinante de pouvoir et d'ambition, celle du sultan Ahmad al-Mansour, qui a voulu construire un monument pour éblouir le monde entier. Quand on voit ces vestiges, c'est magnifique, mais une question vient tout de suite à l'esprit. Comment un lieu aussi somptueux a-t-il pu en arriver là? Et surtout, qu'est-ce que sa conception, à l'origine, nous dit sur l'homme qui l'a fait construire? C'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien mesurer le fossé entre sa gloire passée et son état actuel, il suffit d'écouter les voyageurs de l'époque. En 1641, le peintre hollandais Adrien Matam parlait de la 8e merveille du monde. Rien que ça. Ce n'était pas juste un palais, c'était l'incomparable. Et il semble qu'à son apogée, il portait vraiment bien son nom. Alors, pour comprendre toute l'histoire, voici notre parcours. On va d'abord se plonger dans le contexte, puis on verra d'où est venu l'argent, une histoire de bataille assez folle. On décodera ensuite son plan, on analysera son architecture et ses symboles, et enfin, on s'interrogera sur ce qu'il en reste aujourd'hui. On commence donc avec ce nom, El Badi, l'incomparable. Un nom qui en dit long sur l'ambition du projet, qui était d'être le symbole absolu de l'âge d'or de la dynastie saadienne, une véritable vitrine de pouvoir. Mais un rêve pareil, ça a un coût. Alors comment on le finance? Eh bien la réponse, elle se trouve sur un champ de bataille. La construction d'El Badi est directement financée par l'une des plus grandes victoires militaires de l'histoire du Maroc. Et ce qui est frappant, c'est la rapidité. La bataille a lieu en août 1578, le chantier du palais, lui, commence en décembre de la même année. À peine 4 mois plus tard, le sultan Ahmad al-Mansour n'a pas perdu une seconde pour transformer sa victoire militaire en un symbole de pierre. La bataille des Trois Rois, ce n'est donc pas qu'une victoire militaire, c'est un véritable jackpot financier. Les rançons payées par les nobles portugais pour libérer leurs prisonniers étaient astronomiques, et cet argent a directement servi à construire le palais. El Badi, c'est donc littéralement un trophée de guerre bâti en marbre. Pour se donner une idée de l'échelle du projet, les chroniques de l'époque parlent de 360 pièces, toutes décorées avec un luxe inouï. Ce chiffre montre bien que l'objectif n'était pas de construire une simple résidence, mais bien le cœur politique et diplomatique de tout un empire. Mais comment se représenter un palais qui n'existe plus dans sa splendeur d'origine? Heureusement, il nous reste un document exceptionnel, une sorte de carte-trésor pour les historiens qui nous permet de remonter le temps. Et le voici, ce document. C'est le fameux plan portugais de 1585. C'est une source d'une valeur inestimable, parce qu'il a été dessiné par un témoin de l'époque. Il nous donne une vue d'ensemble de toute la citadelle royale à son apogée. Ce plan, c'est bien plus qu'un dessin, c'est une véritable clé de lecture. Il nous permet de comprendre comment chaque espace, chaque cour, chaque pavillon était pensé pour mettre en scène le pouvoir du sultan, notamment lors des grandes réceptions officielles. Alors maintenant, plongeons dans l'architecture. À El Badi, rien n'était laissé au hasard. Chaque colonne, chaque mosaïque, chaque matériau avait été choisi dans un but bien précis, projeter une image de puissance, de richesse et de légitimité. La question qu'on peut se poser, c'est d'où vient l'inspiration pour un projet aussi grandiose? Ça ne sort pas de nulle part, il y a forcément des modèles, des références. Eh bien, regardez cette comparaison, c'est assez frappant. À gauche, la célèbre cour des Lions de l'Alhambra de Grenade. À droite, la reconstitution de la cour d'El Badi. La ressemblance est évidente. C'est une référence directe. Al-Mansour ne faisait pas que construire un beau palais. Il revendiquait l'héritage prestigieux de la culture andalouse pour légitimer son propre pouvoir. Le cœur du palais, c'était cette cour monumentale. Imaginez un peu, 135 mètres sur 110, c'est plus grand qu'un terrain de football. C'était une véritable scène de théâtre, pensée pour les réceptions impériales. Et l'eau, les jardins, c'était un symbole de la maîtrise du sultan sur la nature, une métaphore de son pouvoir sur le royaume. Autour de cette cour, on trouvait 4 grands pavillons. Chacun avait sa fonction. Le pavillon des audiences pour les affaires publiques, le pavillon de cristal pour l'usage privé du sultan et 2 autres pour compléter une symétrie parfaite. Tout l'ensemble créait un parcours cérémoniel très codifié. Ce qui est aussi fascinant, c'est que ce chantier était un projet mondial. Le marbre venait d'Italie, l'or du Soudan, le bois précieux d'Inde. Cette liste de matériaux nous montre l'étendue des réseaux commerciaux du sultan. Son palais n'était pas seulement marocain, c'était une façon de dire que Marrakech était le centre du monde. Et il y a une anecdote qui résume parfaitement cette opulence. Le Maroc était un grand producteur de sucre, un produit de luxe à l'époque. La légende dit que le sultan aurait payé son marbre de Carrare en l'échangeant contre du sucre, poids pour poids. 1 kilo de sucre contre 1 kilo de marbre. Ça donne le vertige. Mais comme toutes les démonstrations de pouvoir, celle d'El Badi a été éphémère. On va maintenant s'intéresser à son déclin, qui est tout aussi révélateur que sa construction.
Ce contraste est saisissant. Il a fallu 25 ans pour construire ce chef-d'œuvre, et il n'a fallu qu'une dizaine d'années au sultan Moulay Ismail pour le démanteler systématiquement, pierre par pierre. C'est le cycle brutal du pouvoir. Ce qu'un homme bâtit pour sa gloire, un autre le détruit pour construire la sienne. Et attention, ce n'était pas une destruction accidentelle, c'était un acte politique très réfléchi. Moulay Ismail a pillé El-Badi pour utiliser tous ses matériaux précieux dans la construction de sa propre capitale, à Meknès. C'était une manière d'effacer l'héritage de la dynastie précédente pour mieux imposer la sienne. Au final, l'or et les marbres ont disparu, mais les murs de terre sont toujours debout. Et surtout, le plan portugais de 1585 a survécu. L'ambition d'Al-Mansour, elle, reste donc lisible. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce que le véritable héritage ? La splendeur matérielle qui est vouée à disparaître, ou la mémoire, la connaissance qu'on peut encore en tirer aujourd'hui? C'est sur cette question que s'achève l'histoire de l'incomparable.